L'économie, ce mot peut parfois sembler un peu intimidant, n'est-ce pas? Pourtant, tout se résume à une idée vraiment simple, et même puissante. C'est la science des choix. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, pour commencer, mettons-nous en situation. Une situation que tout le monde connaît. On a 2 heures de livre devant soi. Le dilemme. On va faire du sport ou on se lance le dernier épisode de la série du moment? Eh bien, figurez-vous que cette décision, qui paraît si banale, si quotidienne, c'est en fait le point de départ de toute la pensée économique. C'est cet acte de choisir, aussi simple soit-il, qui est au cœur de notre sujet. Alors, notre parcours pour comprendre cette science des choix va se faire en 4 temps. D'abord, on va poser le problème fondamental. Ensuite, on verra sa conséquence la plus directe, puis on identifiera qui sont les joueurs dans cette grande partie, et enfin, on regardera un peu les règles qu'ils ont mises en place. Première partie donc, le problème. Tout part d'une tension, une tension fondamentale qui est le véritable moteur de toute l'activité économique. Bon, alors, c'est quoi cette tension? D'un côté, il y a nos besoins, nos désirs, qui sont, illimités. On veut toujours plus ou quelque chose de nouveau, ça évolue sans arrêt. Et de l'autre côté, les ressources pour satisfaire tout ça, elles sont limitées. Fini. C'est ce décalage, ce conflit permanent qui crée ce que les économistes appellent la rareté. Et attention, quand on parle de ressources, il ne faut pas penser uniquement aux matières premières comme l'eau ou l'énergie. Non, non. Le capital, c'est-à-dire les machines, les logiciels, mais aussi le travail humain, notre temps, nos compétences. Et même le niveau de technologie disponible dans une société, tout ça, ce sont des ressources limitées. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-là. Sans la rareté, il n'y aurait tout simplement pas de problème économique. Si tout était disponible à l'infini, on n'aurait pas besoin de s'organiser. L'économie, au fond, n'existe que pour une seule raison, nous aider à gérer cette rareté. On en arrive à la deuxième partie. Puisque tout est rare, la conséquence est inévitable. Il faut choisir. Et chaque choix a un coût. Mais un coût bien particulier. Ce coût, c'est le coût d'opportunité. C'est une notion absolument capitale en économie. Il ne s'agit pas du prix en euros, mais de la valeur de la meilleure autre option à laquelle on a renoncé. C'est le prix de notre sacrifice, en quelque sorte. Prenons un exemple concret pour que ce soit limpide. Imaginez une entreprise qui dépense 2 000 € en pub payante sur les moteurs de recherche. L'alternative, ça aurait été d'investir ces 2 000 € pour améliorer son référencement naturel sur le long terme. Le coût d'opportunité de la pub, ce n'est donc pas seulement les 2 000 €, c'est surtout le fait de renoncer à tous les bénéfices futurs qu'un meilleur trafic organique aurait pu apporter. Et ça illustre parfaitement l'idée centrale. Chaque décision est un arbitrage. En économie, il faut bien le comprendre. Choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose d'autre. Troisième étape. Maintenant qu'on a le problème de la rareté et sa conséquence, le choix, voyons un peu qui sont les principaux joueurs sur le terrain de ce grand jeu économique. En gros, on peut voir l'économie comme une scène avec 4 grands types d'acteurs. D'abord, les ménages, qui consomment. Les entreprises, dont le rôle est de produire. L'État, qui fournit des services publics comme l'éducation ou la santé. Et enfin, une catégorie au nom un peu technique, les ISBLSM, qui sont tout simplement les organisations à but non lucratif, comme les associations qui vivent de dons. Ce qui est fascinant ici, c'est que, qu'on parle d'une famille, d'une multinationale, d'une association de quartier ou d'un gouvernement, ils font tous face au même problème fondamental. Ils doivent faire des choix avec des ressources qui sont par définition limitées. Et tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie, les règles du jeu. Comment des sociétés entières, des pays, s'organisent pour gérer cette multitude de choix à très grande échelle. La question devient alors collective. Comment une société décide de ce qu'elle va faire de ses ressources limitées? Comment on se met d'accord? Pour y arriver, chaque société, sans exception, doit répondre à 3 questions existentielles. D'abord, quoi produire? Des voitures, des services de santé? Et combien? Ensuite, comment produire? Avec quelle technologie? Quelles ressources? Quels travailleurs? Et enfin, la question cruciale, pour qui produire? Autrement dit, comment est-ce qu'on se répartit les richesses qu'on a créées? Pour répondre à ces questions, il existe en théorie 2 grands modèles opposés. D'un côté, l'économie de marché, où ce sont les prix et la concurrence qui coordonnent les décisions, ce qui est souvent très efficace pour l'innovation, et de l'autre, l'économie planifiée, où un plan central décide de tout, ce qui permet de mobiliser d'énormes ressources, mais se heurte souvent à des problèmes d'inefficacité. Bien sûr, dans la réalité, aucun système n'est pur. La quasi-totalité des pays dans le monde ont ce qu'on appelle une économie mixte, c'est-à-dire un mélange, un dosage entre des éléments de marché et une intervention de l'État pour réguler le tout. Mais attention, ces règles du jeu ne sont pas figées pour l'éternité. Loin de là.
Aujourd'hui, de nouveaux défis immenses comme la crise climatique ou la révolution numérique sont en train de rebattre complètement les cartes. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. Et si, dans notre monde moderne hyper connecté, la ressource la plus rare, celle pour laquelle la compétition est la plus féroce, ce n'était plus une matière première, mais tout simplement notre attention?